Parce que en réalité, la civilisation de l'île de Pâques n'a pas disparu à cause d'une catastrophe écologique. On la refait. Comment on dit à quelqu'un que sa maison est en train de brûler? The threat here is unprecedented. The stock market is now down 21%. This means that global heating and ice melting are now running automatically. The police up against the people. Have we reached the point of no return? Il n'y a pas de consensus très clair sur ce qu'est un effondrement de civilisation, et chaque auteur utilise un peu sa propre définition. Un livre influent écrit par un anthropologue le définit comme un changement politique rapide et une réduction de complexité dans la société. Moins de niveaux hiérarchiques, moins de métiers différents, moins d'infrastructures, une organisation qui se décentralise et se simplifie. Cette réduction de complexité s'observe aussi dans le registre archéologique par une diminution de la diversité d'objets. Mais d'autres auteurs, comme Jared Diamond, se focalisent plus sur la taille de la population. Si elle décroît, c'est que les gens meurent, ou ne font plus d'enfants, ou les deux, et quand c'est très prononcé, c'est que ça va pas top. Dans le cas de l'île de Pâques, on va surtout s'attacher à la définition de Jared Diamond, parce que bon, après tout, une bonne partie des débats sont partis de son livre. Voici donc le scénario en détail. Bien avant l'arrivée des premiers Européens, une population de Polynésiens d'environ 15 000 personnes vivait au milieu d'une forêt de palmiers géants endémiques. Ils découpaient des statues monumentales à flanc de falaise et les amenaient jusqu'à des plateformes construites en bord de mer, les ahu. Ils avaient une écriture incroyable que personne ne sait déchiffrer aujourd'hui, et ils pratiquaient même pendant un temps le culte de l'homme-oiseau, une sorte de compétition hardcore dont le vainqueur remportait un pouvoir local temporaire. En réaction à une population grandissante, ces habitants ont dû abattre et brûler des arbres pour faire des champs plus vite qu'ils ne pouvaient se régénérer. À cause d'une ferveur maniaque consistant à découper près de 1000 statues et à les faire rouler vers le littoral sur des troncs de palmiers, la déforestation s'est empirée. L'analyse des sédiments des lacs de cratères des volcans de Rano Raraku, Rano Kao et Rano Aroi montre en effet que le pollen de l'espèce de palmier endémique géant n'apparaît qu'à partir d'une profondeur particulière. Avant une certaine couche, il y a du pollen de palmier, et après, il n'y en a plus, suggérant ainsi la disparition rapide des arbres. La présence de charbon dans les sédiments à partir d'une certaine date suggère aussi une érosion des pentes du cratère, et donc l'absence d'arbres. Cette déforestation a déclenché une série d'effets catastrophiques. La perte d'une humidité nécessaire pour faire pousser quoi que ce soit sur l'île, la disparition d'espèces qui vivaient dans la forêt et dont dépendaient les insulaires pour manger, et l'érosion du sol qui n'était plus maintenue par les racines, sans parler du fait qu'ils ne pouvaient juste plus faire de pirogues pour aller pêcher. Ceci a déclenché des famines qui ont poussé les tribus à s'entretuer pour les dernières ressources, dans un cas d'école de tragédie des biens communs. L'humanité, incapable de coopérer pour une ressource sans un contrôle étatique fort, se retrouve à l'épuiser, sans voir le bien commun. L'homme est un loup pour l'homme, mais l'homme est un loup pour les palmiers aussi. Ouais. La présence d'éclats d'obsidienne partout sur l'île font dire à certains auteurs qu'une période de guerre intense a eu lieu à partir de 1680 et des restes d'eau carbonisée laissent penser à du cannibalisme. Après cette période de guerre et de cannibalisme, il ne restait plus que quelques survivants, résignés à manger des rats pour se nourrir sur une île pelée, les derniers Moai ayant été renversés. La fin des hommes, la fin des dieux, tout ça à cause de l'hubris et de la surconsommation typiquement humaine. Une série de témoignages corrobore ce scénario. Lorsqu'il découvre l'île pendant les fêtes de Pâques, en 1722, d'où le nom, le très inspiré Jacob Rogovin décrit une île démunie d'arbres. 50 ans plus tard, l'explorateur James Cook aborde l'île. À bord du navire, deux botanistes, père et fils, les Forster, ne trouvent aucun arbre digne de ce nom et ils suggèrent que cette anomalie est liée à l'activité des habitants. La présence des Moai est une source d'étonnement pour ces savants qui ne comprennent pas bien qui a pu produire autant de statues monumentales. Leur conception a clairement demandé une main-d'œuvre importante et civilisée, pense-t-il, en décalage total avec la population résiduelle qu'ils ont sous les yeux. Et le mystère de l'île de Pâques était né. Voilà en gros la série d'arguments, mais au moment où Jared Diamond publiait son best-seller Effondrement, des critiques venant de la communauté scientifique se faisaient déjà entendre, et ce qu'il dépeigne de l'histoire de l'île de Pâques n'a absolument aucun rapport avec tout ça. Premièrement, la déforestation. Effectivement, l'île était couverte d'une forêt de palmiers géants avant l'arrivée des premiers Polynésiens autour de 1200 après Jésus-Christ, et les traces de feu dans les sédiments collent très bien avec ce qu'on connaît des pratiques traditionnelles polynésiennes. On coupe, on brûle. Mais on sait aujourd'hui que les rats polynésiens ont contribué à la disparition des arbres en mangeant leurs noix et en empêchant les pousses de régénérer la forêt coupée. Le rat est un loup pour les palmiers, du coup. Une période de sécheresse qui s'est étalée sur près de 2 siècles à partir de 1520 a très clairement empiré les choses. En bref, la disparition de la forêt s'est étalée dans le temps, ne s'est pas faite partout pareil,
et était multifactoriel. Le lien entre la disparition de la forêt et l'effondrement de la culture n'est pas non plus très clair. De très nombreuses cultures humaines ont prospéré malgré une déforestation intense, ou même grâce à elle, et plusieurs arguments ne collent juste pas. Par exemple, l'analyse des microfossiles dans les dents de crâne de Polynésiens donne une idée de ce qu'ils mangeaient et on ne trouve aucune trace de consommation de ces noix. Ils étaient venus des marquises avec leur propre jardin, donc bananes, taros, ignames, poulets et ainsi de suite, et la disparition des arbres locaux ne semble pas vraiment avoir changé le menu. L'érosion due à la déforestation est effectivement assez intense sur les flancs des volcans, mais elle est en revanche très réduite dans les plaines où se concentrait l'essentiel de la production agricole, et notamment grâce à une série de méthodes ingénieuses que les insulaires avaient développées pour faire pousser leur nourriture de façon soutenable. Ils utilisaient des manavai, des jardins entourés de murs de pierre ou carrément des champs de cailloux. L'idée est de mettre des blocs de différentes tailles dans le sol et de faire pousser les plantes entre les rochers. Ceux-ci conservent l'humidité, réduisent l'érosion due au vent, fertilisent en nutriments et régulent la température. Et d'ailleurs, lors de sa visite de l'île en 1722, Roggeveen l'a décrit certes sans arbres, mais aussi comme un grand jardin qui pourrait être une sorte de paradis sur Terre. Alors oui, ils mangeaient bien des rats, mais bon, après tout, les Romains bouffaient aussi des loirs. Ces rongeurs sont juste une source de protéines plutôt logique. Si ça se trouve, c'est bon en plus. Les pertes en eau dues à la déforestation n'ont a priori pas été un énorme problème pour les habitants de Rapa Nui, qui s'appuyaient principalement sur des sources d'eau souterraines dont la sortie était sur la côte. Très souvent, cette eau douce venant des aquifères se mélange avec l'eau de mer, mais les Polynésiens avaient installé des punas, des puits pour pouvoir la récupérer avant qu'elle ne devienne imbuvable. Les arbres n'étaient pas non plus nécessaires pour transporter les moaïs des falaises jusqu'à leur destination finale. Déjà, le bois des palmiers est largement trop mou pour supporter le poids des statues qui pouvaient dépasser les 50 tonnes, mais surtout, plusieurs datations récentes montrent que les moaïs ont continué d'être excavés bien après la disparition de la forêt, et même après le premier contact avec les Européens. Enfin, l'argument qui reliait la déforestation aux moaïs est définitivement mort le jour où l'équipe de Carl Lipo et Terry Hunt ont montré que les moaïs ne roulaient pas, mais qu'ils marchaient. En faisant un test grandeur nature avec une maquette en béton, ils ont démontré qu'une équipe de quelques personnes pouvait déplacer une statue de 5 tonnes avec un entraînement minimal. Exactement de la même façon qu'on bouge un frigo pendant un déménagement. Ce très joli travail d'archéologie expérimentale est corroboré par les statues abandonnées sur les routes qui sortaient des carrières. Lorsque la pente est descendante, les statues sont retrouvées avec le visage dans la terre, alors que lorsque la pente est montante, elles sont couchées sur le dos. Exactement comme si on les avait fait avancer de face et tomber par erreur. Toute cette série d'arguments fait largement douter d'un impact très important de la déforestation sur la population de l'île de Pâques. D'ailleurs, la taille de cette population est également un sujet de débat important. S'est-elle vraiment effondrée avant l'arrivée des Européens? C'est débattu, mais tout porte à croire que non. Estimer la démographie d'une population contemporaine avec des données incomplètes, c'est déjà pas facile, mais le faire sur un peuple du passé, c'est carrément un autre délire. Pour cela, une variété d'indices sont incorporés dans des modèles complexes. Nombre de maisons, quantité de déchets générés à une date donnée, et ainsi de suite. Les modèles les plus aboutis suggèrent que la population a eu une croissance rapide après son arrivée pour atteindre un plateau autour des 3000 individus qu'elle a conservé jusqu'au premier contact avec les Européens en 1722. Pas de grande civilisation disparue responsable des moaïs. Juste les mêmes types qui rempliraient à peine une ville française qui faisaient leur truc depuis des centaines d'années, à peu près en équilibre. D'ailleurs, la guerre intestine et le cannibalisme, les pointes d'obsidienne retrouvées ne sont pas taillées pour transpercer des gens, mais ressemblent plutôt à des outils domestiques, ou à des trucs rituels. Même si j'ai l'impression qu'on dit que c'est rituel quand on sait pas trop ce que c'est. En tout cas, très peu de squelettes retrouvés sur l'île présentent des traces de blessures, et la plupart ont des signes de cicatrisation. En gros, moins de chances de mourir de mort violente sur Rapa Nui qu'au même moment à Paris. Concernant le cannibalisme, les os retrouvés brûlés collent juste avec des crémations funéraires, pas avec de la cuisine. Aucune preuve tangible de cannibalisme n'existe à part des contes populaires et des anecdotes. En fait, une quantité de travaux de recherche qui ont été effectués depuis plus de 20 ans pointent vers une conclusion opposée à celle de Jared Diamond. Au lieu de s'éteindre par leur propre stupidité, les habitants de Rapa Nui ont été au contraire un modèle de résilience dans un environnement très fragile. Et ça pendant plus de 500 ans. Leur mode de gouvernance consistait en plusieurs communautés semi-autonomes capables de coopérer entre elles pour des ressources à l'échelle de l'île tout entière, comme des carrières de moaïs ou des zones de pêche. Les conflits interpersonnels étaient de toute évidence plutôt rares, car la compétition entre les ressources était faible. Rien ne valait vraiment la peine de se mettre sur la gueule, vu que tout pouvait être obtenu assez facilement. Alors, on pourrait parler de leur gouvernance exceptionnelle pendant des heures, mais il reste une dernière énigme à résoudre malgré tout. Pourquoi le peuple de l'île de Pâques a-t-il disparu? Et pourquoi ont-ils arrêté de faire des moaïs? À la fin du 19e siècle, alors que des missionnaires venaient pour évangéliser quelques Polynésiens de plus, et que la Navy britannique débarquait sur l'île pour subtiliser 2 moaïs à destination de la reine Victoria et du British Museum, il ne restait plus grand monde sur Rapa Nui, quelques 111 rescapés tout au plus. Selon toute vraisemblance, le scénario se réduit à 2 mots.
Les maladies et l'esclavage. Les maladies, d'abord. Les pathogènes introduits par les explorateurs ont eu un impact dévastateur dans toute la Polynésie. Dans le Pacifique, les populations sont certes très différentes entre les îles, mais sur chacune d'entre elles, il y a assez peu de diversité génétique. Comme les îles ont été colonisées par des petits groupes, à la base, les insulaires sont fréquemment apparentés d'une façon ou d'une autre. Peu de diversité génétique, donc peu de diversité immunitaire, et donc des populations très sensibles à des nouvelles maladies. La dysenterie, la rougeole et même la grippe ont fait des ravages dans tous les archipels de l'océan et ont particulièrement impacté les chefs qui étaient les premiers au contact des étrangers. Cette décapitation accidentelle des pouvoirs locaux a énormément déstabilisé les sociétés insulaires et dans certains cas, comme les Marquises, la grippe espagnole a fait s'effondrer la population au 10e de sa taille, en vidant les îles de leurs habitants et en traumatisant les gens pour des générations. Vous pouvez imaginer l'ambiance au moment du Covid. L'île de Pâques n'a pas fait exception, mais elle a subi une calamité de plus que les autres. Des raids d'esclavagistes. Des navires en provenance du Pérou ont fait plusieurs voyages pour venir chercher plus de 1500 hommes sur l'île, c'est-à-dire quasiment tous ceux capables de travailler, en direction des îles Chincha. Leur mine de guano produisait un engrais phosphaté extrêmement prisé, et cette ancienne colonie d'oiseaux a été intensément exploitée par des esclaves venus de Rapa Nui. Le guano est un loup pour l'homme. Pour le profit de quelques propriétaires péruviens, une grande partie de la population de l'île de Pâques a disparu dans ces mines ou dans le voyage de retour chez eux après l'épuisement du gisement. Les rares qui survécurent revinrent à la maison avec la variole, achevant le reste de la population locale. C'était la fin de l'île de Pâques, non pas à cause d'un effondrement dû à un écocide, mais à cause de l'acier, des fusils et des maladies. Comme l'a dit le capitaine du bateau de la Navy qui emportait les Moai, c'est un triste fait que dans ces îles, tout comme en Amérique du Nord, là où l'homme blanc s'établit, l'aborigène périt, dit-il en chourant le patrimoine de ces aborigènes. La destinée de cette île déchaîne les passions, et le débat scientifique continue de faire rage. Et c'est pas juste une façon de parler, certains ont vraiment la rage de ouf, comme cet auteur qui n'a pas hésité à écrire un article scientifique intitulé sobrement « Fuck Jared Diamond ». L'homme est un loup pour Jared Diamond. Bon, certes, c'est publié dans un journal plutôt insignifiant par une personne qui ne travaille pas du tout dans ce domaine, mais ça en dit long sur l'intensité de la discussion scientifique, et c'est probablement parce qu'elle n'est pas que scientifique, cette discussion. Il se joue bien sûr une certaine image de l'humanité, mais surtout avec l'île de Pâques se joue le meilleur exemple qui soit d'effondrement d'une société due à la surconsommation des ressources. Un exemple qui permet d'ailleurs de légitimer par l'histoire la position de nombreux courants militants écologistes actuels. Comme le fait remarquer Carl Lipo, le scénario de l'effondrement par écocide a une très longue histoire dans la pensée occidentale. Le péché originel de l'humanité est d'avoir perturbé un Éden qui était parfait sans elle, et réparer cette erreur était une motivation importante au début de l'écologie. Mais aujourd'hui, les arguments sont de nature moins spirituelle. À la moitié du XXe siècle, la forte croissance des pays occidentaux et la surconsommation des ressources non renouvelables qui y est associée génèrent un scénario d'effondrement par dépassement des limites dans la psyché collective, dont le courant très français de la collapsologie est l'une des branches les plus récentes. Et c'est dans ce contexte que l'intérêt pour l'île de Pâques grandit, que le scénario de l'extinction par déforestation gagne du terrain et que le bouquin de Diamond est publié. Je veux pas jeter la pierre à Jared Diamond, qui a certes raconté plein de conneries sur l'île de Pâques, mais qui a quand même eu le mérite de prendre une position assez argumentée et polarisante pour générer un débat scientifique très stimulant. Mais il faut admettre que les hypothèses formées, les liens entre les arguments, tout ça n'est pas que scientifique. On part un peu du principe que la forêt est essentielle à la survie des locaux, on trouve plutôt cohérent qu'ils payent le prix fort d'une destruction écologique, on associe automatiquement les rats et l'absence de forêt à une catastrophe, et après tout, des gens aussi déconnectés, prêts à s'autodétruire pour quelques statuts, ils pourraient bien se bouffer entre eux, non ? La foi dans ce storytelling écologique, ou celui qui concerne d'autres supposés effondrements par écocide, ne repose pas juste sur de la science, mais se fonde largement sur la croyance intime que l'effondrement est non seulement possible, mais que c'est une règle de l'humanité et qu'elle est d'actualité. Or, en ce qui concerne cet exemple, les données ne sont juste pas d'accord. En fait, un vaste ensemble de chercheurs remet en question aujourd'hui une bonne partie des scénarios d'effondrement tels que racontés par Jared Diamond, comme celui des Mayas par exemple. On pourrait évaluer pendant des heures la solidité des thèses scientifiques collapsologiques, et on le fera peut-être un jour ici d'ailleurs, mais une chose est sûre. Si chercher une légitimité à son mouvement militant par des exemples historiques est toujours un peu bancal, je crois pas qu'on ait besoin de ça pour prendre nos responsabilités dans la crise écologique actuelle par exemple, le faire quand l'exemple est bidon
est en revanche carrément problématique. Bien sûr, même si le scénario de l'écocide de l'île de Pâques est très mal soutenu par les preuves, il reste beaucoup de zones d'ombre à éclaircir sur le passé de cette île. Peut-être que des guerres intestines ont effectivement eu lieu, et peut-être que tout n'était pas rose sur cette île-monde au milieu du vide. Après tout, croire que les humains laissés à eux-mêmes vont forcément créer une société de coopération parfaite est une autre forme de storytelling idéologique, mais ici, jusqu'à preuve du contraire, le scénario de l'île de Pâques est beaucoup plus une histoire de résilience et de survie, plutôt prospère d'ailleurs, face à l'adversité, tout comme aux Marquises. Au final, on peut quand même s'étonner, en sachant tout ça, que l'île de Pâques soit devenue une fable de mise en garde pour un effondrement écologique fantasmé. Genre vraiment les gars. Tout ce que vous retenez, c'est qu'ils ont coupé des palmiers. Vous êtes face à l'un des exemples les plus flagrants des horreurs que quelques humains peuvent faire à d'autres humains, et vous retenez qu'ils ont coupé des arbres. Ok. Décidément, le storytelling est vraiment un loup pour l'homme. Merci d'avoir regardé ce double épisode en entier, j'espère que vous avez aimé. Pour moi, c'était un gros projet, à la fois le voyage et la réal, mais aussi le fait que ça faisait comme un écho à un épisode que j'avais sorti en 2016, qui m'avait un petit peu lancé sur ce concept de filmer des trucs de science en voyage. Donc là, ça boucle une boucle, c'est beau. Plein de gens ont participé à ces 2 épisodes, donc n'hésitez pas à aller voir leurs différents profils en description, ils sont extrêmement stylés. Et comme tout ça coûte fort cher à produire, cet épisode est sponsorisé. C'est le moment de la réclame. Cet épisode a été sponsorisé par Displate. Vous connaissez déjà, c'est des posters en métal qu'on peut attacher et détacher du mur sans faire des trous. Donc là par exemple c'est une image de l'épisode précédent. Oh. Pour cette fois, il vous offre une réduction jusqu'à fin juin avec le code promo Dirty Biology. Tous les détails sont dans la description. Displate met en avant des centaines d'artistes qui proposent leurs créations sur le site. Ils m'en ont envoyé une petite sélection qui est plutôt sympa. Ça c'est fait par Elora Potra. Et donc l'idée c'est, on prend le poster en métal, on met un aimant dessus, on colle l'aimant au mur, et voilà. Ou alors, on met un aimant, comme ça, et c'est un espèce de système 3D, et voilà, et du coup là il y a un peu de profondeur par rapport au mur. Ils ont également un blog dans lequel ils font des interviews avec les créateurs, et en vrai c'est plutôt cool parce que ça permet de découvrir pas mal d'artistes très stylés. Donc là par exemple, cet artiste que j'ai découvert, que je connaissais pas du tout, qui s'appelle Francisco Fonseca, et c'est... j'adore. Juste j'adore. Voilà, donc il y a énormément de choix, et en plus vous soutenez des indés qui font des choses très quali, donc c'est chouette. Encore une fois, tous les liens sont en description pour les promos et tout ça, et quant à moi, je vous dis à la prochaine, ce qui va arriver très très vite au final. À toutes!